Alors bonsoir, je vais essayer de faire un effort pour le micro, parce que c'est pas très naturel pour moi, donc si à un moment donné, si je suis pas audible, n'hésitez pas. D'accord, faites-moi signe ou faites-moi une grosse tête, je comprendrai. Donc effectivement, comme Virginie l'a dit, moi j'aimerais bien que la conférence elle soit dynamique entre nous, qu'on puisse échanger, parce qu'on n'est pas, je suis pas maître de conférence, et c'est important de pouvoir échanger avec vous. Donc je vais essayer de vous solliciter. Si vous avez des remarques à faire ou poser des questions, n'hésitez pas. Oui ? Super. Alors, concrètement, ce soir, on va évoquer ensemble le fait de pouvoir devenir un parent parfaitement imparfait. Effectivement, ce titre, il est un peu ironique. Mais je suis sûre que dans cette salle, il y a quelques parents qui peuvent vouloir devenir presque parfaits sur certains points. Oui, je vois des mouvements de tête. Ben justement, on va évoquer ça ensemble. Donc, je vous ai préparé un PowerPoint. Moi, ça m'aide visuellement parce que je suis comme vous, je suis maman. J'ai 2 gremlins à la maison. Vous savez, pour ceux qui ont la référence gremlins, ou pour les parents un peu plus jeunes, des petites Stitch. Voilà, moi j'ai 2 filles, 3 ans et 7 ans et demi. Le et demi est très important dans les stades de développement. Je pense que ça parle à pas mal d'entre vous. Oui ? 6 mois dans les développements, c'est important. Justement, on va voir ensemble quelques leviers. J'en ai mis 15. Alors, c'est pas des conseils absolus. Il y a des choses qui vont vous faire écho et d'autres pas. Mais l'objectif, c'est vraiment de vous donner des leviers que vous pourriez éventuellement utiliser dans votre parentalité s'ils vous parlent. Mais vous avez le droit de tout critiquer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je suis là pour échanger avec vous, au maximum. Ouais ? Alors, on va donc pouvoir commencer. Alors, ce qu'on va essayer d'évoquer ensemble ce soir, c'est quoi un parent parfaitement imparfait. Première chose, il va y avoir un tout petit peu de théorie, mais vous inquiétez pas, je vais faire le maximum pour mettre la théorie avec votre quotidien. Alors, je reviens, on va voir ensemble la théorie, je vais vous donner une définition du parent parfaitement imparfait. Et une notion qui est très importante pour moi en tant que psychologue clinicienne, c'est votre santé mentale parentale, qui parfois n'est pas assez considérée ou un peu négligée. Et donc vous verrez que ça agit forcément sur votre parentalité au quotidien. Donc on va parler de la question de la santé mentale parentale. Et donc comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter 15 leviers pour vous aider justement à être un parent parfaitement imparfait et heureux, et la plupart du temps épanoui. En clair, mon objectif, c'est de vous dire que vous êtes dans un grand 8 en tant que parent. Et donc, dans un grand 8, qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Il y a du rire, il y a des larmes, il y a des peurs, il y a des moments plus calmes, il y a des moments où c'est plus speed. Et surtout, quand on est parent, c'est un grand 8 infini. N'est-ce pas ? Ouais, d'accord, ok. Alors, effectivement, l'objectif que j'ai, moi, c'est de vraiment vous placer de la théorie qui correspond vraiment à votre vie de parent. Donc, en clair, mon objectif, c'est vraiment d'appliquer la théorie et que vous puissiez amener des exemples. Et parfois, qu'on puisse rire de vous, ensemble. Je peux participer aussi, j'ai une vie de maman. Donc, je vous donnerai des exemples, comme ça vous aidera peut-être à parler de votre vie à vous. Est-ce que ça va là-dessus ? Ouais. Alors, on va pouvoir commencer. Donc moi, il y a des phrases que j'aime bien. C'est la première qu'il va falloir que vous gardiez en tête tout au long de cette conférence. Et je crois que ma préférée, c'est « Les parents parfaits n'ont pas d'enfants ». N'est-ce pas ? On imagine plein de choses avant d'être parent, et puis tout d'un coup, quand on l'est, bizarrement, manger bio, on le fait peut-être pas forcément. Les écrans. Les écrans. Ouais, je vois des mimiques, d'accord, on en parlera peut-être un peu après. Enfin bref, donc ça c'est quand même super important, mais on a besoin de se projeter pour être dans l'investissement parental, et donc forcément, on est dans une projection du parent parfait qu'on souhaiterait être. Sauf qu'on a oublié 2 trucs importants en règle générale, c'est l'enfant qu'on va avoir, et aussi parfois le coparent, qu'on avait peut-être aussi idéalisé parfois. Comme l'enfant, n'est-ce pas ? Ouais, on va en parler aussi.
Et puis, il y a un autre point que j'aime bien, c'est on ne n'est pas parent, on le devient. C'est-à-dire qu'il y a constamment des réajustements qui sont faits. C'est pour ça que j'aime bien l'idée du grand 8. Finalement, il n'y a jamais rien qui est toujours très stable. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc ça, on va l'évoquer ensemble. Et justement, le terme apprentissage, je trouve que c'est adapté à la parentalité. Et justement, il y a une notion clé qu'on va voir ensemble, c'est le fait d'être un parent suffisamment bon. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Ou la mère suffisamment bonne? Non? Alors on va en parler parce que c'est vraiment le cœur du fait d'être un parent parfaitement imparfait. Alors justement, on y vient. Concrètement, en psychologie, on vous dit pas devenez un parent parfaitement imparfait. La notion clé, c'est monsieur Donald Winnicott, qui est là-haut, et madame Mélanie Klein. Ce sont deux précurseurs par rapport à la psychologie de l'enfant, mais aussi les premiers à avoir parlé de la psychologie de la parentalité. Et donc, ces deux personnes ont mis en avant le concept de parent suffisamment bon. Alors avant, on était très ancré sur la mère. Donc M. Winnicott a mis en avant la mère suffisamment bonne. Sauf qu'en 2025, il me semble important de changer l'expression et de mettre les parents suffisamment bons. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Donc ça inclut à la fois le père et après la notion clé de coparentalité qu'on va voir après ensemble. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'un parent parfaitement imparfait? C'est un parent suffisamment bon qui sait donner des réponses ajustées, adaptées, vraiment alignées aux besoins. Et donc là, on parle des besoins, surtout chez les tout petits, chez les bébés. Et après, aussi concernant le désir des enfants. Souvent, les enfants, quand ils ont des désirs, les adultes les nomment les caprices. C'est vrai ou c'est pas vrai? Sauf que, très souvent, c'est parce que les adultes, ils sont paumés. Et qu'ils nomment ça des caprices. Mais souvent, c'est plutôt réajuster le désir de l'enfant face à un principe de réalité. En clair, tu veux des bonbons, les bonbons c'est super bon. On est d'accord ou pas? Mais pas à 19h30. On est d'accord. Donc votre enfant, il a un désir de manger des bonbons, sauf qu'on repose le cadre en lui disant que 19h30, c'est peut-être pas le bon moment. Je pense qu'on l'a tous vécu en tant que parents. L'exemple des bonbons ou du supermarché, qui est un trésor pour les enfants, supermarché. Mais tout est pensé au niveau marketing pour que vous fassiez avoir en tant que parent. Non? Et donc effectivement, ce qu'on essaye d'aller vers en 2025, c'est justement de déculpabiliser les parents et de ne pas aller vers une parentalité parfaite. Tout simplement parce que vous n'allez pas y arriver. On est d'accord là-dessus ou pas? En tout cas, pas 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24. Vous pourrez peut-être y arriver lundi, mardi moyen, et mercredi, voire pas du tout. Parce que c'est lié à votre contexte de parentalité. Donc en clair, ni trop, ni pas assez. Est-ce que ça vous parle, ça, être un parent ni trop, ni pas assez? Est-ce que vous auriez quelques exemples? Ça pourrait être quoi? Bonsoir. En clair, pour Winnicott, ce qui était important de mettre en avant, c'est qu'un parent suffisamment bon, il est capable de faire des erreurs, il est capable aussi de pouvoir réparer. En clair, il fait comme il peut et comme il sent aussi les choses. Ça veut dire, en clair, on a le droit aussi de se tromper. Et souvent, il y a beaucoup de parents qui culpabilisent parce qu'ils ont réalisé une erreur. Est-ce que c'est votre cas? Oui? Ça vous est déjà arrivé? Bah oui, on est d'accord. Sauf qu'après, chaque parent gère différemment la culpabilité ou la honte. Et parfois, c'est compliqué pour lui. Et donc, on a des angoisses de base qui sont normales, mais que le parent, malgré lui, va grossir. Et donc, ça va augmenter ce que nous on appelle en psychologie ces stresseurs parentaux. Et donc, à un moment donné, maintenant on parle beaucoup de la santé mentale parentale, quitte à aller jusqu'à un épuisement parental. Est-ce que ça vous parle, ça, l'épuisement parental? On a beaucoup parlé de la charge mentale parentale, mais c'est vrai que maintenant, on pousse le diagnostic vers l'épuisement parental. Et normalement, les 15 leviers que je vais vous donner,
sur lesquels vous pourrez réagir devraient vous épargner de l'épuisement parental. Vous allez donner votre avis au fur et à mesure des leviers. D'accord? Est-ce que ça va sur cette notion-là? Est-ce que vous voulez que je développe un tout petit peu plus? Non, ça va, je vois des non. Ok, je vois pas de oui, donc je continue. Alors en clair, pour vous donner un peu plus de concret, un parent suffisamment bon, c'est un parent, logiquement, qui montre son amour. Et donc, l'amour, en psycho, on parle plus du terme affectivité. Alors, comment on montre son amour à son enfant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui? Câlins, oui, des câlins. S'adresser à lui, donc communiquer avec lui. Quoi d'autre? Passer du temps avec. Passer du temps avec. Alors, hors du tunnel, par exemple, du soir. Hors du tunnel du matin, aussi. C'est vrai qu'en psychologie, on fait la différence entre les temps qualitatifs et les temps routiniers, qui sont quand même pas les mêmes dans le vécu parental, mais aussi pour les enfants. D'accord? Parce qu'ils font bien la différence. Beaucoup de parents que moi je reçois à mon cabinet me disent « Mais moi je passe du temps avec mon enfant ». Et quand il décrit le temps qu'il passe avec son enfant, c'est plutôt du temps quotidien. Et il n'y a pas forcément ce temps qualitatif. Vous voyez bien la subtilité derrière? Et donc après, vous avez aussi, je sais qu'on a beaucoup remis en question l'éducation positive, qui nous, en psychologie, on appelle ça pas ça comme ça, on appelle l'éducation démocratique, qui veut dire qu'il y a un cadre quand même. On laisse pas tout faire à l'enfant. Mais ça a été effectivement ultra méga vulgarisé, et ce qui fait qu'il y a eu une perte de ce que c'était vraiment l'éducation démocratique, et je vous en parlerai juste après, concernant les styles parentaux. Et donc après, vous avez écouté son enfant autant que possible, sans forcément tout comprendre. Je pense qu'il y a plein de parents ici qui tentent d'écouter leur enfant, mais qui ne comprennent pas tout. Surtout selon les âges de développement, comme les histoires à l'école, par exemple. On ne comprend pas toujours tout. Et encore, quand on arrive à voir quelque chose de ce qui se passe à l'école. Ouais. Après, vous allez se rendre disponible vraiment. Effectivement, il y a beaucoup de parents qui vont dire qu'ils sont là. Alors c'est vrai, ils sont à côté de leur enfant, mais soit ils sont sur le téléphone, l'ordinateur, ou autre chose. Et donc ça, c'est beaucoup de retours d'enfants. Faites attention, en psychologie, on parle de disponibilité physique, cognitive, émotionnelle et psychologique avec son enfant. Et souvent, les enfants, ils essayent de vous réveiller un petit peu quand ils sentent que vous êtes ailleurs. Alors on ne vous demande pas d'être tout le temps disponible, mais c'est vrai que la qualité de votre disponibilité va être très importante pour votre lien avec votre enfant. Et qui va être aussi un marqueur pour savoir comment se passe votre parentalité au quotidien. Après, vous avez valorisé, encouragé autant que possible. Bon, ça veut dire un peu, pas trop non plus. Je sais que parfois, certains parents veulent se transformer en coach de leurs enfants. Donc il y a valoriser dans une juste mesure. Et après, vous avez accompagné son enfant face à la gestion de la frustration. Alors sachez que la gestion de la frustration, il y a les neurosciences qui sont arrivées par là, et qui disent clairement que finalement, on doit accompagner son enfant au minimum pour toutes les émotions, et même la frustration jusqu'à l'âge de... Combien à votre avis? Longtemps, oui, mais à peu près. Combien? 24, 25. 25! D'habitude, il sort pas le 25. Effectivement, jusqu'à l'âge de 25 ans, parce que, apparemment, selon les neurosciences, votre cerveau est définitivement construit à l'âge de 25 ans. Donc, on raisonne les adultes quand on demande aux petits de savoir gérer leurs émotions. Et vous, les adultes et les parents, comment vous gérez les vôtres? Je vois là les mouvements, là, j'ai vu les mimiques faciales. Attention aussi à ça. Ça, c'est une donnée neuroscientifique qui est vraiment existante. C'est-à-dire que votre enfant, et même la période, comme je vous l'ai dit, c'est un CDI à vie, les jeunes adultes ont encore beaucoup besoin de leurs parents. Après, vous avez régulé ses émotions et y faire face avec des différentes techniques, et j'insiste sur le fait qu'il faut bien suivre l'évolution de votre enfant. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'insistais que même 7 ans et demi, c'est important dans les phases de développement. C'est-à-dire qu'à 7 ans et à 7 ans et demi, on ne gère pas de la même façon ses émotions.
Donc chaque mois est important dans le développement. Alors après, il y a réguler, je viens de le dire, pardon, montrer l'exemple le plus souvent possible, hein, n'est-ce pas? Pour ça, vous êtes parfait. Par exemple, un exemple assez typique. Votre enfant crie. Vous lui dites « Arrête de crier en criant ». Forcément, bien sûr. Voilà, ça c'est des exemples hein, que je pense qu'on vit tous dans notre vie au quotidien de parents. Et souvent, votre enfant, à partir d'un certain âge, il va vous dire « mais toi là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu m'as dit de pas faire ça la dernière fois. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire là maintenant ?» Ça, ils sont forts pour ces exemples-là. Mais ce que je dis aux parents, c'est que ils ont bien compris. Ça veut dire que vous avez été un bon miroir. Et que grâce à vous, ils ont compris qu'il y a certaines choses qui étaient possibles ou pas. Est-ce que vous me suivez toujours là-dessus? Ouais. Après, c'est ajuster vos attentes le concernant. Eh ben oui. Ce n'est pas un prolongement de vous. Ce ne sont pas vos petites poupées magnifiques. Alors si, elles sont magnifiques hein, la plupart du temps. Sauf que votre enfant, parfois, vous posez trop d'attentes sur ses petites épaules. Et que vous voulez un peu le façonner comme vous aimeriez qu'il soit. Et que ça met beaucoup de pression sur vos épaules à vous, mais aussi sur lui. Et parfois, vous mettez aussi la pression à votre coparent. Parce qu'en plus, souvent, vous n'avez pas la même version de la jolie poupée en face de vous. Donc votre coparent aimerait ceci, vous aimeriez cela, et parfois vous ne vous rejoignez pas. Et surtout, votre enfant, parfois, et très souvent même, il n'est pas d'accord. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Oui. Mais ça, c'est important aussi de vous dire que c'est normal. Hein. 99% des parents le font. Hein. Ils projettent plein de choses sur leur enfant. L'important, c'est de pouvoir prendre du recul. Surtout si ça fait souffrir votre enfant. Oui, ok. Alors, je vous dis tout ça, c'est pas pour vous culpabiliser. Hein. Attention. Hein. C'est justement pour vous aider à prendre du recul sur ce qui se passe. Après, s'accorder le droit à l'erreur et à la réparation. Truc assez banal, est-ce que vous avez une facilité à dire « excuse-moi » à votre enfant? Ou « pardon, je me suis trompé » ou « j'ai fait une erreur ». Ouais. Parce que ça, souvent, on demande aux enfants de le faire. On leur demande de s'excuser quand ils ont tapé un copain à l'école, quand ils ont mordu à la crèche, ou quand ils ont renversé de l'eau. Mais est-ce que vous, parfois, vous arrivez à leur dire « excuse-moi » ? Oui. C'est important aussi de continuer à le faire. Mais parfois, pour certains adultes, c'est très difficile de s'excuser. Face à des adultes, et encore plus face à un enfant. Et ça, on en discutera un petit peu plus loin. Après, c'est prendre du recul sur ses attitudes parentales. Oui, parfois, vous allez être à côté de la plaque. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Ça permet aussi de voir les choses différemment, ça permet aussi de prendre du recul, et ça donne aussi un bon exemple à votre enfant. Parce que lui aussi, il aura le droit d'être à côté de la plaque, certaines fois. Et après, vous avez aussi reconnaître ses peurs et ses angoisses. Ça, c'est pas si simple que ça non plus. Mais souvent, vous demandez à votre enfant aussi de pouvoir nommer ses peurs. Et en tant que parent, c'est normal d'avoir certaines peurs. Mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose de pathologique. Vous avez le droit d'avoir peur pour votre enfant à l'école, ou parce qu'il fait un sport particulier, ou parce qu'il va dormir la première fois chez un copain, chez une copine, ou alors parce que c'est le premier jour à la crèche, etc., etc. Mais pareil, plus on verbalise et plus on prend conscience de ses peurs, mieux on arrive à les gérer. Ou voire à les alléger, voire parfois aussi les faire disparaître. Est-ce que là, tout le monde, vous avez plus ou moins conscience de certaines peurs qui vous habitent en tant que parent? Est-ce qu'il y en a certains qui voudraient bien partager une de leurs peurs? Vous avez peur de rien? Ah oui. Moi, un truc tout bête, par exemple, je déteste aller avec mes filles au parc. Je déteste ça. J'ai peur constamment de la chute. Ou alors, j'ai peur qu'un enfant tape une de mes filles et que je n'arrive pas à me contrôler. Donc, je ne vais pas au parc. Et ça, je l'ai conscientisé, c'est-à-dire que c'est mon mari qui va au parc avec mes filles. Ou la nounou, ou tata, tonton, papy, mamie, etc. Mais moi, j'ai décidé que le parc, ce n'était pas pour moi.
Est-ce que vous auriez un exemple un peu comme ça? Oui? Les courses. Oui. C'est un bon exemple. Il faut avoir envie de le vivre. Et puis c'est pareil, les courses, parfois vous vous rendez pas compte que malheureusement vous choisissez. C'est souvent pas le bon horaire. Non? Et souvent j'entends, ah oui, on n'a pas le choix. Oui, alors vous prenez le choix de gérer l'enfant dans le caddie. Ou le deuxième, ou le troisième. C'est aussi pour ça que souvent je recommande aux parents de bien choisir les créneaux, ou d'y aller seul, ou d'envoyer le coparent, ou la livraison à domicile. En plus, quand on fait de la livraison à domicile, souvent on gagne de l'argent. On est moins tenté par plein de trucs. Et notre enfant, il est moins tenté aussi. Est-ce qu'il y aurait d'autres exemples que les courses qui sont un peu anxiogènes? Non? Pas d'autres exemples à partager? Ah si? Mon fils de 2 ans qui faisait de la trottinette sur une ville où il n'y avait pas de protection, au bout d'un moment, je ne l'accompagne plus. Oui. Ah moi je suis un peu comme vous aussi, hein, la trottinette, le vélo, tout ce qui peut provoquer une chute, c'est pas mon truc. Donc ça c'est un bon exemple aussi. Et quand on en prend conscience, on se met moins de stresseurs. Alors oui, bien sûr, c'est important que les enfants ils aillent au parc. Mais bon, il n'y a pas que moi dans la vie. Hein. Il y a d'autres adultes autour. C'est un peu ce que je vais vous donner aussi comme levier. Après, vous avez aussi ne pas vivre que pour lui. En clair, avant d'être parent, vous étiez des... Et vous êtes toujours d'ailleurs. Ah, des enfants, oui. Vous êtes des adultes. Quoi d'autre? Ouais, des personnes. Mais qu'est-ce qui fait votre identité? Votre travail, vos loisirs, vos amis, votre partenaire de vie. D'accord? Donc en fait, vous n'êtes pas qu'un parent. Et c'est ça aussi le parent suffisamment bon. C'est-à-dire qu'il ne donne pas tout entièrement à son enfant. Donc c'est pour ça qu'on parle de suffisamment bon. Et effectivement, ce qui peut être difficile selon certaines périodes, c'est le stress que vous vous mettez à devoir tout gérer de A à Z, de 6h45 à peu près jusqu'à 20h45, 21h, quand vous arrivez à tomber sur votre canapé. C'est un peu ça ou pas? Ouais, on a un peu sur ce référentiel là. Donc en fait là, c'était important de vous décrire un petit peu le parent suffisamment bon. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions là-dessus? Non, c'est bon? Et donc, comme je vous l'ai dit, ce qui est important aussi pour les psychologues cliniciens par rapport à la guidance parentale, c'est votre santé mentale parentale. On en parle de plus en plus. On parle beaucoup de la dépression du postpartum, la dépression prénatale. On parle aussi que être enceinte, c'est pas toujours la joie, par exemple. On peut avoir envie d'avoir un bébé et très mal vivre sa grossesse, par exemple. On parle aussi de la dépression du postpartum des pères. Donc ça, c'est aussi important. On parle du burn-out parental, de l'épuisement parental, on parle de la charge mentale parentale. Donc on commence vraiment à considérer de plus en plus la santé mentale parentale. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Est-ce que parfois vous sentez que à cause de votre parentalité, donc pas à cause de votre enfant, je précise, votre santé mentale, elle déraille un petit peu? Oui. Alors effectivement, il peut y avoir de l'anxiété. Il peut y avoir parfois des troubles du sommeil, n'est-ce pas? Le sommeil. Parce que le sommeil de votre enfant, il est plus ou moins stable à partir de 7-8 ans. Ça dépend de l'enfant qu'on a. Et le profil de dormeur qu'il a aussi. Regardez, moi, hier soir, je pensais que j'allais faire une bonne nuit pour être avec vous. Sauf que 7 ans et demi débarque à côté de mon lit. Cauchemar. J'ai fait, oui. Forcément, parce que demain je dois partir et je dois être en forme. Et donc j'ai fini avec mon aîné sur un matelas par terre. J'ai trop bien dormi, n'est-ce pas? Et elle, par contre, elle a super bien dormi. Ça, rien à dire. Donc effectivement, les troubles du sommeil sont importants dans le référentiel de la santé mentale. Parce que pas dormir ou pas assez dormir, ça fait péter les plombs. D'accord? Et donc, effectivement, vous êtes un être humain ordinaire et vous avez besoin de sommeil. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de recommandations sur le sommeil de l'enfant et sur le sommeil des parents. Là-dessus, vous me suivez? Ouais. Alors, les 15 leviers, je vais essayer d'être la plus efficace possible, mais si vraiment vous voulez intervenir, parce que n'hésitez pas à lever la petite main.
Il y a Virginie qui est juste là avec le micro, donc n'hésitez pas. S'il y a une question, une remarque, j'ai essayé de vous faire une synthèse de l'ensemble des ouvrages que j'ai écrits, qui parlent de vous, les parents, qui parlent des enfants, et qui parlent de la relation parent-enfant. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire des remarques, des questions, voire des critiques. Je peux tout entendre. Petit 1, le levier numéro 1, c'est effectivement, en vous donnant l'exemple, il n'y a pas que vous qui existez dans l'univers de votre enfant. On parle de la coparentalité et plus largement de la coéducation. En clair, vous n'êtes pas la seule référence de votre enfant. Il y a différentes figures d'attachement et de référence qui vont tourner autour de lui. Donc en clair, la coparentalité et la coéducation, il faut l'utiliser à fond et toujours dès la naissance de votre enfant. Et jusqu'à ad vitam, j'ai envie de dire, hein, voilà. Et donc ça concerne qui? Tous les adultes qui gravitent autour de votre enfant. Les exemples, c'est les enseignants, coachs de sport, grands-parents, oncles, amis, nounous, personnel médical, mère, personnel de crèche. En clair, toutes les personnes qui aident votre enfant à grandir au fur et à mesure de ses étapes de développement. Parce que parfois, il y a un sentiment pour certains parents que tout est à cause d'eux, surtout les mères. La mère. Alors maintenant, effectivement, les femmes ont eu beaucoup de pression sur leurs épaules aussi, hein, à juste titre. Mais il faudrait que les mères puissent se libérer un petit peu de tous les stéréotypes sur la mère parfaite et tout ce qu'on attend d'elle. Elles peuvent être accompagnées, soutenues et aidées par tous les adultes qui gravitent autour de leur enfant. Mais je sais que parfois, c'est pas si simple que ça pour certaines mères. Est-ce que vous êtes OK, vous, sur la notion de coparentalité et coéducation ? Il y a un proverbe africain qui résume bien ça. Il faut tout un village pour... c'est pareil. Dans tout, dans le monde, il faut un quartier, une ville, une commune, une agglo, un arrondissement, peu importe où on vit. Votre enfant, il n'est jamais cloisonné qu'avec vous. N'est-ce pas ? C'est aussi parfois, les parents ont un petit peu de mal à passer le relais à d'autres adultes. Et certains peuvent aussi avouer qu'ils ont peur de perdre l'amour de leur enfant. Sauf qu'ils ne vont jamais le perdre. Parce que quand ils ont besoin de décharger le soir, c'est sur vous. N'est-ce pas ? Donc, ne vous inquiétez pas, ils vous aiment fort. Et plus ils déchargent sur vous, plus ils ont confiance en vous. C'est ce que je dis à tous les parents. Et c'est la vérité, hein, je vous assure. Ils peuvent décharger sur vous ce qu'ils ne s'autorisent pas à faire avec d'autres adultes. Souvent, j'entends les parents « Ah, à l'école, il est merveilleux. Ah, à la crèche, il est merveilleux. Ouais, quand je le récupère, waouh !» Oui, mais c'est vous l'adulte de référence, d'attachement premier. Donc, il lâche tout sur vous. Ok ? Donc, vous voyez que tous vos enfants, ils vous aiment très fort. Là-dessus, plus de doute. Et donc, effectivement, qu'est-ce que ça vous apporte, vous ? C'est de bien comprendre que grâce à vous, mais pas que grâce à vous, votre enfant va se développer d'une façon harmonieuse et qu'il a besoin aussi d'autres environnements pour grandir sereinement. Ça permet aussi de lâcher prise en tant que parent. Bien sûr, vous êtes les premiers responsables de votre enfant. Vous êtes les premiers éducateurs. Mais il n'y a pas que vous. C'est OK pour ça ? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ou pas ? C'est bon pour vous ? Donc le levier 1 est validé ? Coparents, coéducation. Levier numéro 2, détruire votre image de parent parfait. Ah ouais, c'est pas si simple que ça. Hein. Parce que quand on a un désir d'enfant, on projette le parent qu'on va être. Quand on est enceinte, on projette la mère qu'on va être ou le coparent va projeter le parent qui va être. Et puis il y a bébé qui arrive. Et souvent, on va être clair, c'est un petit sujet un peu tabou. Hein. Il peut y avoir une petite forme de déception du parent qu'on est, mais aussi du bébé qu'on a. Et ça, c'est un petit peu tabou. Mais pour être clair, franchement, regardez-moi, je suis psy, j'ai eu ma fille dans les mains, je fais, oh là, elle n'était pas si belle que ce que je pensais. Mais je l'ai pensé, hein. Bon, je ne l'ai pas fait ressentir à mon enfant. Ça a duré 3 secondes. J'en ai parlé avec mon mari. Si lui aussi, il la trouvait pas si belle que ça. Bon, après, elle s'est embellie. Hein.
Mais c'est vrai que moi, j'avais une perception du bébé. En plus, c'était une toute petite crevette. J'avais un ventre énorme. Je m'attendais à avoir un gros bébé énorme. J'ai vu le truc, j'ai fait « Ouh !» Mais voilà, ça fait partie, effectivement, des choses qu'il faut oser dire à soi-même, à son coparent. Après, vous pourrez le raconter à votre enfant si vous le souhaitez. Hein. Tout dépend de comment vous lui dites, évidemment. Mais il me semble que moi, j'ai déjà dit à mon aîné ça. Mais maintenant, elle est très belle, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, après, ça peut être aussi des moments de complicité. J'essaye de parler un petit peu de moi pour que ça vous fasse écho, peut-être que vous ayez envie d'intervenir. Comme quoi, vous voyez, même en tant que psy, on n'est pas épargné par la psychologie de la parentalité. Donc j'imagine que vous aussi, vous êtes traversé par plein de choses. Donc en clair, vraiment, il faut faire attention parce que ça touche presque tous les parents, ça. C'est-à-dire qu'on s'était dit qu'on finirait à 16h30 pour aller chercher ses enfants à l'école. On s'était dit qu'on cuisinerait maison, qu'on allaiterait, qu'on arriverait à se réveiller facilement la nuit, qu'on adorerait faire de la musique ou de la peinture avec son enfant, ou aller au parc. Finalement, pas vraiment. Et tout ça, il faut le conscientiser. C'est pas grave, il y a plein d'autres choses que vous pourriez faire avec votre enfant. Et donc ça, c'est important. Par exemple, jouer aux poupées, jouer aux dinosaures, regarder ça pour la 50e fois La Reine des Neiges. Ou entendre les capotes des Manhunter. Non, tout ça, ça vous parle. Donc c'est des petites choses comme ça sur lesquelles il faut pouvoir relativiser. Donc en clair, moi, je vous invite à piétiner cette image du parent parfait que vous êtes. Ça peut être des objectifs à atteindre, mais en se disant que vous le saurez lundi, et que lundi pour la semaine. Ça met un peu moins de pression. Mais autorisez-vous justement à vous dire que vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de ne pas vouloir jouer au Playmobil ce soir, mais en même temps, ça serait sympa de lire une petite histoire. Enfin, vous voyez, essayez de réguler un petit peu ce parent parfait que vous êtes mis dans la tête, mais que vous n'êtes pas vraiment. Est-ce que c'est OK là-dessus? Est-ce que ce soir, dans vos rêves, vous pourrez éventuellement piétiner ce parent parfait que vous pensez être ou vous voulez être au quotidien? C'est mis dans votre tête, ça devrait aller. Est-ce que ça va? Est-ce que vous validez le levier 2? Ouais? Piétiner le parent parfait que vous souhaitez être? Histoire d'arrêter de vous faire un peu trop de mal? Ouais? Le levier numéro 3, c'est connaître votre style parental. Alors ça, il y a peu de parents qui savent exactement ce que c'est. En clair, le style parental, c'est les conduites que vous allez mettre en place en tant que parent qui vont forcément influencer le développement de votre enfant et ses comportements à lui. En clair, pour vous donner une image, tout de suite qui va vous parler, y a-t-il des mamans tigres ici? Des papas ours? Des parents hélicoptères? Ça vous parle pas, ces notions-là? Maman tigre. Regardez, moi, par exemple, au parc, un enfant touche à l'une de mes filles. Je peux rapidement vouloir devenir une maman tigre. Une maman tigre, c'est le style autoritaire. Ça vous parle, ça, le style autoritaire? Non, il n'y a aucun parent autoritaire ici. Ah si, ah pardon, non. Oui. Pas au parc. Ah voilà, c'est bien de lui dire pas au parc. Mais je l'ai jamais fait, promis, hein. Jamais. Je retiens mon... Et ça s'appelle les phobies d'impulsion. Hein. C'est bien d'avoir des phobies d'impulsion. C'est-à-dire que on se voit faire quelque chose, mais on ne le fait pas. D'accord, ok? Et là, effectivement, c'est violent, j'entends. Mais promis, j'ai jamais tapé un enfant. J'ai eu très très envie, mais je l'ai jamais fait. Et voilà. Mais effectivement, pas d'autres, même papa tigre, hein? Non? Ok. Parents hélicoptères, c'est les parents surprotecteurs. Au parc. Un exemple au parc, à l'école, ce qu'il mange, ce qu'il ne veut pas manger, comment tu t'habilles, attention à toi. Non, pas de parents surprotecteurs. Si, c'est obligé. Après, il y a les parents qui sont plutôt permissifs. Papa ours, maman ours. Fais tout ce que tu veux, mon amour, t'es merveilleux. C'est l'autre le problème, c'est pas toi. Non? Si, forcément. Alors, ce qui est important dans le style parental, sachez que vous n'êtes jamais toute votre vie sur le même style parental. Déjà. C'est-à-dire qu'aussi, en fonction du développement de votre enfant,
vous pouvez parfois changer de style parental sans forcément vous en rendre compte. Souvent, les périodes assez clés, on a 0-3 ans, on a un style parental. Et puis 3-6 ans, il y a aussi un switch. C'est à peu près tous les 3 ans. Mais le pire moment d'angoisse pour les parents, c'est souvent l'adolescence. Non ? Parfois, ça commence même à la préadolescence. En plus, ils sont souvent un peu en avance quand même. La préadolescence, maintenant, c'est quand même un concept en psycho qui est récent, qui commence à partir de l'âge de 9-10 ans. Ouais, ça parle à certains. Par exemple, les K-pop des menteurs. Oui, c'est obligé, vous connaissez pas ça ? Si, Netflix. Non, vous allez bientôt connaître. Ouais, je vois qu'il y en a qui connaissent là. Ah, c'est un peu le truc cohérent que les enfants à partir de 8, 9, 10 ans, chansons, chorégraphies, enfin c'est Elsa puissance 50 quoi. En plus il y a la Reine des Neiges 3 qui sort bientôt, hein. N'oubliez pas. Ouais. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement parfois c'est bien de savoir. Alors les styles parentaux on peut les identifier avec des experts de la parentalité. Un psychologue, parfois aussi en PMI, etc. Parfois ça peut être aidant justement pour voir ses forces, ses vulnérabilités et parfois des axes d'amélioration dans ses comportements auprès de son enfant. Alors papa ours, maman tigre, papa loup, ça a été vulgarisé dans les médias. Vous savez quand vous faites des tests dans les magazines, quel style de parent êtes-vous ? Et là on vous sort un animal totem. Je dis ça mais j'ai écrit un livre sur les animaux totems. Voilà. Mais c'est pour vous dire que c'est plus accessible pour vous de vous imaginer papa loup, maman tigre. On voit un petit peu l'animal à quoi ça correspond. Vous voyez ? D'accord ? C'est quoi loup ? Excusez-moi, c'est quoi loup ? Du coup, vous n'avez pas dit loup. Pardon ? Loup. Alors le loup, à votre avis ? La meute, oui. Et c'est quoi les comportements dans une meute ? Famille, mais c'est super hiérarchisé. Et donc c'est le similaire de maman tigre ou papa tigre. D'accord ? Le loup, il y a alpha. Et les alphas, c'est toujours les parents. D'accord, ok ? Et puis après, vous avez toute une hiérarchie au sein. Et donc on dit que c'est un style autoritaire. C'est-à-dire qu'on cadre tout le temps son enfant. Je dis tout le temps, c'est important de tout le temps. Est-ce qu'on valide éventuellement cette connaissance sur le style parental pour savoir un petit peu comment vous vous comportez auprès de votre enfant ? Ça peut être pas mal de l'identifier, hein. Parce qu'en fait, ça vous donne, effectivement, nous en psycho, on parle, on donne pas des noms d'animaux, on dit permissif, comme tu veux mon amour, mais toujours et tout le temps, hein, d'accord ? Après, coopératif ou démocratique, ça c'est la vulgarisation à l'extrême de l'éducation positive. Pour vous donner discutons-en. Tu veux un bonbon à 19h30. Discutons-en. Mais à 19h40, je pose le cadre et tu n'auras pas le bonbon. Mais nous en avions discuté. D'accord ? Alors j'aime bien ironiser pour vous donner des images, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que démocratique, on discute, on échange, on met de la pédagogie, mais on n'enlève pas le cadre. Tu n'auras pas le bonbon à 19h40. D'accord ? Après, vous avez négligent ou désengagé. Voilà, c'est un peu le style parental qu'on nomme le parent aigle. C'est-à-dire qu'il y a une forme de désengagement, désinvestissement auprès de son enfant. Et ça peut arriver même pour les parents suffisamment bons. Suffit que vous ayez une grippe pendant 10 jours, on pourrait considérer que vous êtes « je m'en occupe pas ». Mais en même temps, c'est parce que vous n'êtes pas en compétence ou en habilité pour le faire. D'accord ? Par contre, après, négligent et désengagé, parfois, ça peut quand même aller jusqu'à une forme de maltraitance infantile. Donc, évidemment, c'est le style parental non recommandé. Et puis, autoritaire, parce que je te le dis. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de parents autoritaires, mais je suis presque sûr qu'il y en a un peu plus. Oui, d'accord, on assume un petit peu plus tout d'un coup. Donc voilà, et ça donne effectivement, comme on dit au psycho, toute l'exigence et la rigueur que vous portez dans votre parentalité auprès de votre enfant, mais aussi le niveau de chaleur et d'affectivité que vous arrivez à lui donner. Une maman tigre, elle fait pas beaucoup de câlins, pour être clair.
Elle pose le cadre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Permissif, eh ben, c'est du câlin à foison, quoi. C'est voire même trop. Ok, d'accord? Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous les styles parentaux? De toute façon, pour ceux qui le veulent, à la rigueur, vous pourrez, si vous le souhaitez, je peux peut-être laisser le PowerPoint et vous aurez un écrit sur lequel vous pourrez vous pencher un peu plus sérieusement si vous le souhaitez. Oui? Alors, le levier 4. Et ben là, c'est pareil, on piétine. Oui, pardon? Et quand on est un petit peu un mélange de tout ça, on est le parent quoi du coup? Eh ben, on est le parent perdu. Ah oui. Et qui doit justement remettre un petit peu d'ordre. D'accord? Ok? Parce qu'on ne peut pas être tout en même temps. On peut l'être par période, mais il y a quand même un style parental dominant. D'accord? Ok? Et donc parfois aussi en fonction des étapes de développement de son enfant, la fameuse période du non, parfois il y a des parents qui étaient permissifs et tout d'un coup qui deviennent un peu plus tigres. Sauf que je dis aux parents, souvent, mais votre enfant il a une bonne santé mentale s'il vous dit non. Et vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il s'affirme, mais surtout qu'il a bien compris vos noms à vous, parce que vous ne vous rendez pas compte le nombre de noms que vous leur dites. Ok? Et ça, c'est les fameux neurones miroirs. C'est-à-dire que votre enfant, il va bien, s'il vous dit non. Et souvent, cette période-là, elle dure trop longtemps quand les parents veulent trop poser le cadre. Quand ils sont trop en confrontation avec l'enfant, plus vous allez accepter les noms, tranquille, plus vous allez lui donner l'illusion qu'il maîtrise, ça va passer. Mais malheureusement, à 4 ans, ça recommence. Eh ben oui, c'est un cercle infernal, hein. Et puis après, à 6 ans, c'est un peu plus calme à 6 ans. Et après, pas loin, 8-9 ans, hop, ça redémarre. Puis alors après, à 12, hein, bref. Mais en soi, c'est qu'il va bien. D'accord? Et donc là, l'objectif, c'est aussi de piétiner l'enfant idéal. Ce n'est pas votre double, ce n'est pas votre poupée, ce n'est qu'un minuscule bout de vous. Et il faut qu'il reste un minuscule bout de vous, justement pour être celui qu'il doit être, c'est-à-dire son tempérament, ça c'est la génétique, on ne le choisit pas, mais vous allez influencer le développement de sa personnalité. Vous et aussi les différents environnements. Donc en clair, vous allez être déçu de votre enfant et c'est très bien. Il faut être déçu par son enfant. Alors évidemment, on ne lui dit pas. Ou alors on lui dit, mais alors il faut vraiment être extrêmement diplomate. D'accord? Mais c'est bien d'être déçu. Comme lui, il sera déçu de vous. Et ça veut dire que tout va bien. Est-ce que ça vous parle, ça, cette question de la déception? Bah alors oui, certainement, mais c'est important de vous dire que, je sais pas, souvent il y a des parents qui sont déçus parce que leur enfant n'aime pas les mêmes choses qu'eux. Ou vous avez un papa qui est passionné de foot, une maman qui est passionnée de danse, ou j'adore les échecs, j'aimerais que mon enfant aime les échecs, ou moi j'aimerais que mon enfant fasse du piano, ou parce que vous n'avez pas pu avoir accès à tout ça. Et parfois, effectivement, votre enfant n'est pas là non plus pour vous réparer. Ça aussi, c'est une notion un peu taboue parfois. Selon votre enfance à vous, même vos parents vont jouer un rôle dans votre propre parentalité. C'est-à-dire que souvent, soit on va vouloir faire comme eux, soit on va vouloir faire contre-modèle. Et donc parfois, ça peut amener du trop aussi. Ou du pas assez, selon ce qui se passe. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Qu'il faut tuer aussi l'enfant idéal et vous contenter, chers parents, de l'enfant que vous avez. Qui doit être très familial sur plein d'aspects. Est-ce que vous avez déjà rencontré une forme de déception vis-à-vis de votre enfant? Si c'est obligatoire. Oui, madame? Quand on a l'impression pour une fois de pas poser un câble, de poser des conseils. Ouais. Mais il les a quand même la plupart du temps entendus, écoutés. Souvent, il y a un espèce d'effet rebond. Souvent, ça va être pris, mais pas tout de suite. Voilà. C'est la surprise. On sait pas justement ce que oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres exemples de déception? Regardez, moi, je suis une grande fan de basket. J'en ai pratiqué pendant 20 ans. J'essaye d'initier mes filles. Alors, mais pas du tout. Alors, mes filles, elles sont très girly. Alors que moi, j'aimerais qu'elles soient pas trop genrées et tout. Je sais pas d'où ça vient, les paillettes, les licornes, les machins. Alors,
J'essaye d'aller au terrain de basket, je leur dis vagin vigilant et tout, je leur donne on est à fond. Non, non, maman, je veux la robe à paillettes. D'accord. Mais sinon, le petit au léopard là-bas et tout, c'est plus sympa, non? Non, la robe bien paillettes. Et d'où ça te vient, ça, ma fille? Je sais pas. Ouais, c'est des petites scénettes comme ça, hein. C'est obligé qu'il y a des choses que vous avez envie et qui viennent pas. Moi c'est pareil, c'est par exemple le rose, je déteste le rose, toute ma famille est au courant que je déteste le rose et pourtant ma fille adore le rose. Ben voilà. C'est moche. Mais voilà, c'est des petites déceptions, hein. C'est des exemples comme ça du quotidien qui font oh. Mais c'est important d'avoir ça. Ça veut dire que vous pouvez, comme le basket, l'exemple que je donnais, vous pouvez partager une passion. Moi, ça m'a permis de lui raconter un petit peu ma vie quand j'étais petite et machin. Elle a essayé pour me faire plaisir. Et après, on s'est dit, ok, c'est pas ton truc. Maman, je vais faire du patinage artistique. D'accord, ma fille. Donc voilà, tous les mardis soirs, je suis au patinage artistique. Pas à la salle de basket. C'est pas grave, tant pis. Donc voilà, ça c'est plein d'exemples un peu comme ça où effectivement j'ai un peu bougonné, j'en ai parlé avec mon mari, puis après c'est passé. C'est obligé, vous vivez des choses un peu comme ça. Même pour les tout petits, hein. Moi j'ai une petite qui a 3 ans, pareil, elle est très poupée, très machin, elle a des voitures, elle a des trucs, mais non, poupée. On va à la foire à tout, poupée, magasin, poupée. Mais ça, non, poupée, poupée. Il y en a au moins, je sais pas, 150 à la maison, je sais pas. Voilà. Elle adore les poupées. Voilà, c'est comme ça. Et elle veut que je joue avec elle aux poupées. Ce que je n'aime pas du tout faire. Mais j'ai la chance d'avoir une aînée. Léonie, va jouer avec ta sœur aux poupées. Vous le faites vous aussi ça? Bah voilà. Donc c'est important. Ça c'est vraiment super important parce que moi je vous le dis que c'est super important. Pourquoi? Parce que moi je reçois beaucoup d'enfants en cabinet qui sont stressés par leurs parents. Ma mère veut que je fasse ça, mon père veut que je fasse ça. Et surtout après, vous déplacez encore jusqu'à l'orientation scolaire. Ma fille, tu seras pas boulangère, tu seras avocate. Mais votre fille, ça fait 5 ans qu'elle adore faire les gâteaux, elle adore faire les croissants, etc. Oui, mais bon, quand même. Donc c'est important. J'insiste vraiment là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui en souffrent, hein, et qui arrivent à le dire ou pas trop à le dire à leurs parents. Et après, ça génère, parfois, pour certains, des troubles psychologiques. Parce que vous les empêchez d'être ceux qu'ils veulent être. Et que ça peut être bien aussi d'être ceux qu'ils veulent être. Ok? Voilà, un petit peu de culpabilité parentale. Un petit peu. Mais pour le bien-être des enfants. Ok? Est-ce que vous validez ce 4e levier? Oui? On piétine aussi l'enfant idéal. Le 5e, qui n'est pas si simple que ça, c'est d'accepter les étapes de développement plus ou moins compliquées de son enfant. Eh bien oui, selon l'âge, selon les enfants, votre aîné, il a réussi à marcher à 12 mois. Et le second, c'est 24 mois. C'est pas grave. Non? Est-ce que parfois on a peut-être des attentes où on se dit, tiens, telle étape va être plus compliquée qu'une autre? Oui, alors effectivement, il y a plein d'étapes qui sont plus compliquées, comme la marche, le langage, la tétine, le biberon, la nourriture, le sommeil, faire les devoirs, etc., etc. Ou pour certains qui ont un peu discuté dans la posture des colis, etc. Mais effectivement, la plupart du temps, votre enfant, il ne le fait pas contre vous, hein. C'est juste qu'il suit ses étapes à lui, et parfois il peut y avoir des petits décalages entre l'âge réel, comme on dit en psycho, et l'âge de développement. Mais parfois, quand on aide les parents à prendre du recul, ils vont vous dire, ah oui, c'est vrai que le langage, c'est instauré mais pas trop là, mais qu'est-ce qu'il est au niveau moteur? Et parfois, ils sont un peu en décalage parce qu'ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Même si le pédiatre a dit qu'à 24 mois, il devait avoir 50 mots de vocabulaire. Ok? Donc il faut un petit peu relativiser. Souvent, nous, les adultes ou les parents, on voit les manques. Et on oublie tout ce qui est déjà en train de se développer. À part, effectivement, s'il y a une visée diagnostique, on est bien d'accord. Mais en règle générale, ce n'est pas des retards de développement. C'est que l'enfant, d'une façon plus ou moins consciente, a choisi ou se trouve plus à l'aise dans une étape de développement qu'une autre. Ou parfois, vous ne les accompagnez pas de la même façon pour certaines étapes. Oui, une étape que moi je rencontre beaucoup quand je fais des interventions en crèche, c'est on est en janvier, l'école est en septembre.
qu'est-ce que l'enfant doit savoir faire? Plus pipi dans la couche, ni caca. De jour comme de nuit, évidemment. Hein. On est en janvier. Hein. Bah ouais, mais c'est l'école. Enfin, il y a un petit peu de temps encore, quand même. Et donc ça aussi, parfois, je dis beaucoup aux parents, plus vous allez fixer sur quelque chose, bah, plus votre enfant, il va, lui, pas répondre, ou il va sentir que c'est un sujet pour vous. Alors, pas tous, hein. Et puis, parfois, ils vont en jouer un petit peu avec vous, selon les âges de développement. Ou alors, vous allez les bloquer. Et puis, bah, si on a commencé en janvier pour l'acquisition de la propreté, c'est pas un joli terme. Maintenant, il y a le terme continence, on dit maintenant, dans la petite enfance. On ne veut plus dire l'acquisition, l'apprentissage de la propreté. Vous voyez, même les mots ont une symbolique importante. Donc, en clair, on relativise, on se dit qu'il prend son temps, on s'inquiète vraiment si plusieurs adultes de référence pointent une difficulté. D'accord ? Mais en règle générale, on lui laisse aller à son rythme. Et vous verrez que vous aussi, vous serez plus détendu. Et en règle générale, ça va aider votre enfant à passer certaines étapes de développement. Est-ce que ça, on valide ? Être moins stressé sur à 18 mois, à 20 mois, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans. Oui ? Est-ce que justement, des fois, de dire, ton copain, lui, il fait ça, est-ce que ça peut être plutôt motivant et ça te... Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça va juste lui le rendre tristoun. Et surtout, il va se dire, ah, tiens, maman ou papa pense que cet enfant est mieux que moi. Alors souvent, ils vont pas forcément vous le dire, mais ils vont le dire à tata, à tonton, à la psy, à la maîtresse, etc. Donc en fait, on recommande pas l'effet mémoire dans ce sens-là. C'est plutôt être un coach, mais en parlant peut-être de vous ou que de lui. Ne jamais le comparer à un autre enfant. Parce que cet enfant, il s'est peut-être super bien monté au toboggan, et pas votre enfant. Mais ça se trouve, cet enfant-là qui s'est bien monté le toboggan, bah, il sait pas faire un truc que votre enfant il sait faire. D'accord ? Et donc, en fait, il faut absolument pas comparer. Même nous, les adultes, on n'aime pas qu'on nous compare. Vous appréciez, vous, quand on vous compare à quelqu'un d'autre ? Non ? Si ? Bon, non. Alors après, parfois, c'est plein de bienveillance, hein. On se rend pas compte, hein. On se dit, ah tiens, ça va le motiver, etc. Mais sur le moment, ça va le motiver parce qu'il voit que ça vous fait plaisir à vous. Mais quand il va être tout seul, il va repenser à ça, puis il va plutôt se dire, ah, papa, maman pense ça. Et ça va pas forcément l'aider. Alors après, il y a certains types d'enfants qui sont réceptifs au challenge. Donc plutôt, le versant, c'est plutôt le motiver avec des challenges. Et parfois, un système de récompense. Mais la récompense, c'est pas toujours le cheval Reine des Neiges à 60 €. Vous voyez ? Ça peut être faire un gâteau avec papa et maman. Ou faire un dessin en rentrant. J'insiste parce que les enfants sont quand même réceptifs au système de récompense. Comme nous, les adultes, hein, on s'en rend pas compte, mais nous aussi, on aime bien les récompenses. C'est le cerveau humain. Est-ce que ça va pour ce levier-là ? Oui ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'illustrer en bas à droite un ouvrage, peut-être, si les jeunes expliquent 50% de la... Alors effectivement, ça je le mets parce que c'est pour expliquer le tempérament. Que finalement, le tempérament de base, il y a une grande partie génétique. Et que souvent, moi j'entends mes parents dire « Ah ouais, mais il est comme ça ». Et je la regarde, je dis « Et vous ?» Et souvent, c'est ça, je rigole avec les parents parce que « Ah ouais, mais le sommeil... Par exemple, vous voyez, le profil du dormeur, c'est génétique. On ne choisit pas le profil. Et parfois, quand on interroge les parents, on dit « Mais vous aussi, vous êtes un petit dormeur alors ?» C'est dans ce sens-là que je voulais mettre ça, histoire de déculpabiliser en disant que il maîtrise pas tout notre enfant et c'est nous aussi de prendre du recul sur nous-mêmes ou les branches de notre famille. Parce que ça, c'est prouvé scientifiquement. C'est pour ça que j'ai ajouté ça. Est-ce que ça va sur le levier 5 ? Oui, vous êtes toujours là ? Oui. Levier numéro 7. Poser un cadre ferme et bienveillant. Alors ça, c'est toujours un peu un sujet débat. Il y a plein de débats sur la parentalité, sur l'enfant, sur le time out, sur les punitions. Alors c'est vrai qu'en psychologie, on est plutôt sur un versant dit conséquence. Parce que la punition, dans la définition littérale, c'est faire du mal. Les conséquences, c'est pour prendre conscience qu'un acte, il y a des conséquences derrière. C'est-à-dire, mais c'est toujours une conséquence adaptée. Votre enfant renverse un verre de lait, quelles conséquences seraient ajustées et adaptées ?
va chercher une serviette, etc. et nettoie. Et la prochaine fois, essaye de faire attention. Ça, c'est une conséquence ajustée. Par contre, lui mettre une gifle ou l'envoyer dans sa chambre, c'est considéré comme un aspect punitif. Alors, on ne va pas débattre sur le time out, la chambre, etc. Mais moi, en tant que psychologue, je trouve que la chambre ne devrait jamais être un lieu de punition. Tout simplement pourquoi ? Parce que c'est son territoire. Et si vous voulez qu'il dorme dedans, il ne faut pas qu'il associe la punition. Et ça marche à tous les coups quand je dis ça aux parents. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'il dorme. Donc, la chambre n'est pas un lieu d'exclusion de son enfant. Vraiment, si vous voulez qu'il dorme dedans, qu'il joue dedans, que parfois il soit seul dedans, pour que vous puissiez, vous, aller prendre une douche, cuisiner, regarder votre série, 15 minutes. Il faut que la chambre soit son territoire sécurisant, et pas le contraire. Ça, c'est mon avis à moi, vous avez le droit d'en avoir un autre. Mais quand je parle du sommeil, en règle générale, ça fait clic aux parents. Là, j'ai senti clic quand même. Donc effectivement, c'est important de pouvoir poser un cadre. Pourquoi le cadre ? Le cadre est rassurant pour votre enfant. Mais attention, le cadre ne peut pas être permanent. Tout simplement parce que quand on a 3 ans, 4 ans, 8 ans, 10 ans, on ne peut pas proposer le même cadre à son enfant. Tout simplement. Puis surtout, ils vont vous le dire. Souvent, ils vous disent « je suis plus un bébé. » Non ? Et ça, ils peuvent le dire assez tôt. Ils se rendent compte que parfois, le cadre que vous posez n'est plus adapté à leurs besoins, ou effectivement à leur sécurité, ou que parfois vous en faites trop, ou parfois aussi peut-être pas assez. Mais souvent les enfants verbalisent la plupart du temps aux adultes. C'est nous qui, parfois, on n'est pas assez disponible pour écouter les choses, ou pour prendre du recul, ou juste ne pas le considérer comme il est un peu chiant là ce soir. Ça arrive à tous les parents aussi, d'accord ? Et ça, c'est normal aussi. Et demain, vous allez lui faire des gros câlins d'amour, il sera votre merveille absolue. Et puis, rebelote à 21h, qu'est-ce qu'il a été chiant. Mais vous voyez, lâcher ça fait du bien. Ça permet justement de lâcher, de partager avec son coparent, etc., ou avec une copine au téléphone. C'est lâcher. Ce qui fait que ça permet de décharger, et puis le lendemain matin, c'est ma 8e merveille du monde, je l'aime tellement. Je pense qu'on a tous vécu ça aussi. Oui. Donc effectivement, ça c'est important en fonction de l'âge de votre enfant. Donc le cadre, il a une permanence, mais qui est toujours réajustable en fonction de l'enfant et des contextes aussi. Parce qu'il n'y a pas les mêmes contextes, par exemple, de sécurité au parc et à la maison. Il n'y a pas les mêmes règles et les mêmes normes à l'école et à la maison. Il n'y a pas les mêmes règles à la piscine et à la maison. Donc en fait, ils sont tout le temps face à des réajustements de cadre, les enfants. On est d'accord là-dessus ? Ouais ? Moi j'ai une petite question sur Oui. les différences d'âge. Vous avez mis 3 ans et 8 ans. Si on parle de 5 ans et 7 ans, c'est à peu près pareil et il faut quand même faire des différences de cadre ou... Ça dépend des contextes en fait. Je sais que c'est difficile au sein des fratries, parce qu'il y a toujours l'aîné qui râle. Et puis il y a le plus jeune qui veut faire comme l'aîné. Ah bah oui, je sais. Oui. Ce qui est difficile en soi, c'est que là, effectivement, réadapter le cadre, c'est toujours être... Alors sachez quand même que pour tous les enfants, peu importe l'âge qu'ils ont, il faut au minimum 15 jours de conditionnement pour un changement. C'est-à-dire que pour changer un rituel, une règle, un cadre, il faut leur laisser 15 jours d'adaptation au minimum. Donc c'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, il faut tenir 15 jours. Donc effectivement, là, s'il y a un changement, par exemple, des heures de sommeil ou le contexte de jeu, c'est à vous de tenir. Non, tu ne peux pas. Laisse ta grande sœur jouer. Ta grande sœur va faire le devoir. Toi, fais autre chose. Viens avec maman, viens avec papa. Et ça, il faut tenir. Et franchement, au bout d'un moment, si vous continuez à accompagner et à soutenir, il y a ce système de compréhension. Par contre, il y a des âges où ils sont très sensibles à l'injustice. Et ça, malheureusement, c'est qu'ils vont bien. Donc, il faut faire avec. Est-ce que ça répond à votre question, là ? Oui ? Et donc, c'est les grands qui disent oui, mais moi, quand j'étais partie à son âge, pourquoi tu laisses faire lorsque, à mon âge, tu m'aurais puni ou quoi que ce soit ? Alors, ça, c'est effectivement des choses qu'on entend souvent. Et là, il faut réussir à lui dire que vous n'êtes pas la même mère. Que grâce à lui, vous avez appris plein de choses. Et que grâce à lui, vous êtes plus souple avec le cadet. Et que c'est formidable et que vous le remerciez.
Non, mais je plaisante avec vous, mais c'est quelque chose qui peut fonctionner. Vous êtes... Mhm. Oui, alors ça c'est pareil, c'est s'accrocher aux différences. C'est pas si simple que ça quand on a plusieurs enfants pour faire comprendre les particularités, les spécificités de chaque enfant. C'est aussi pour ça que les fratries, il ne faut pas avoir peur du conflit entre les fratries. Ça a besoin de sortir. Mais continuez à les accompagner sur le fait de leurs différences. Et souvent les parents, l'erreur que vous faites, c'est vous voulez faire l'égalité dans une fratrie. Ça c'est le truc impossible. On est plutôt sur l'équité. Et l'équité, il faut faire comprendre cette notion aux enfants. C'est pas si simple que ça. Tu ne peux pas avoir la même chose que ta sœur ou ton frère parce que vous n'avez pas la même personnalité, vous n'avez pas les mêmes besoins. Et ça, il faut vous y tenir jusqu'au bout. Mais ils seront toujours dans le reproche. Hein. Bah oui, mais ça, vous savez, le reproche, c'est bon, ça veut dire qu'ils ne vous voient pas comme une déesse. En psychologie, on appelle ça tuer symboliquement le parent idéal. Vos enfants aussi vous idéalisent. Mais après, là, ils sont stratèges. Hein. Ils essayent de gratter quelque chose quand même. Donc c'est autre chose. Ça dépend des contextes. Donc forcément, votre communication est différente selon les contextes. Mais vous avez le droit d'affirmer que vous n'avez pas le même parent. Et qu'effectivement, avant, il n'y avait pas accès à certaines choses. Que lui, par exemple... Moi, je vous donne un exemple assez simple. Quand mon aîné de 7 ans et demi me dit « Ah maman, tu fais ça avec Emma, tu fais pas avec moi ». Je lui dis quelque chose d'assez simple. Elles ont 5 ans de différence. Je dis « Toi, tu m'as eu 5 ans toute seule. Quand veux-tu ta petite sœur, elle ? J'utilise la culpabilité. Je lui dis, toi, elle va jamais rattraper les 5 ans. Regarde, toi, t'es toujours là. On a rien fait. Ciao. Voilà. Et je lui répète, hein. Mais c'est pas grave. Il faut utiliser le principe de réalité. Et c'est vrai, c'est plus sa petite sœur qui est un peu désavantagée parce qu'elle est née presque toujours là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est plus, je dis, c'est plutôt Emma qui devrait râler. Bon, elle va le faire à un moment donné, de toute façon. Je suis encore un peu épargnée, mais vous voyez, c'est ça qui est important. Et puis, avec ce qui passe bien avec les enfants, c'est l'humour. Ça passe mieux souvent quand on essaye d'ironiser avec eux. L'humour, c'est à partir de 4-5 ans, ça dépend des enfants, mais vers comme 5 ans, ils sont capables de maîtriser un peu la subtilité de l'humour. Puis ça leur permet de... Comme l'exemple que je viens de vous donner avec mes 2 filles. Mais il faut bien marquer les différences, c'est important. Est-ce que ça va sur la question du cadre ? Oui ? Levier 8, quand même super important, que vous avez tendance à oublier, chers parents. L'amour, la conjugalité, la sexualité, la complicité. Bon, en règle générale, c'est quand même grâce à ça que votre enfant est là. Mais oui, effectivement, il y a des choses qui se passent parce que c'est pas si simple de passer d'un couple conjugal à un couple parental. Mais il ne faut pas l'oublier, cette amoureuse ou cet amoureux, enfin en tout cas, même si vous êtes des parents solo, ce qui peut arriver, c'est que maintenant il y a même des applications qui existent pour les parents solo. Entre parents solo, pour se rencontrer. Je vous ai mis là la petite référence. Donc ça veut dire que vous avez, comme on se l'a dit, vous restez un adulte. Et donc, peu importe, la question de la séparation conjugale, vous resterez des parents. Alors, c'est plus ou moins compliqué selon les contextes. C'est vrai parfois quand il y a une séparation conjugale. Mais déjà, quand vous l'êtes, c'est des petites choses simples. Si vous allez au restaurant, mettez-vous le challenge de ne pas parler de vos enfants. Ne serait-ce que pendant 1 heure. De l'entrée au dessert. C'est difficile, la plupart du temps. Autorisez-vous à aller au cinéma, autorisez-vous à partir en week-end sans eux, même 1 semaine de vacances. Par exemple, si c'est possible, évidemment, si vous avez du relais. Mais en tout cas, il faut vous autoriser même à vous montrer amoureux devant vos enfants. Pourquoi c'est important ? Pour leur donner envie. En tout cas, si vous l'êtes toujours. Hein. Pour leur donner envie, eux aussi, de Envie de vivre des amours, de montrer ce que c'est que l'amour, tout simplement. Oui, c'est important pour effectivement montrer qu'il y a différents types d'amour. Parce que vous êtes aussi le reflet des relations affectives. Comment on est des amoureux, comment les amoureux se comportent entre eux, comment on se montre qu'on s'aime, et surtout les différents types d'amour. D'ailleurs, on n'aime pas sa maman et son papa comme on aime sa sœur, son frère, etc.
Donc c'est important. Alors le but, c'est pas de vous galocher tous les jours devant eux, hein, d'accord. Mais au moins de montrer, et ça les sécurise, hein. Parce que parfois ils se posent des questions. Papa, est-ce qu'ils sont amoureux et comment ça se passe les amoureux? D'accord? Donc c'est important, c'est des petites caresses, c'est des gestes d'affectivité, c'est des câlins, du toucher relationnel, etc. Et parfois, les enfants, ça les aide aussi à construire des représentations de l'amour. Ok? Et puis moi, je trouve ça Oui. hyper important. Enfin, je l'ai toujours fait. Et je trouve ça important parce que les parents ont une pression sur leurs enfants. On en a parlé tout à l'heure. Mhm. Le fait que les parents soient aussi un couple, les Oui. enfants peuvent s'autoriser à vivre leur vie aussi. Et pas être tout le temps, enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais il y a des parents qui ne sont que parents, et pour l'enfant, c'est lourd. Oui. Si les parents ont une vie d'amoureux, l'enfant il peut s'autoriser à partir sans culpabilité chez des copains, en voyage. Oui. C'est comme ça que je le ressens moi. Oui, c'est-à-dire que c'est important aussi pour l'enfant de se dire que vous n'êtes pas le seul amour de sa vie. Parce que ça peut amener du poids, la culpabilité, il peut ne pas s'autoriser à partir avec les copains, les copines. Et donc parfois ça peut mettre une pression. Donc c'est important quand, en tout cas, que c'est un fonctionnement de couple, hein. Mais c'est pareil, si vous faites un bisou qu'il est dégoûté, c'est que ça va bien aussi. D'accord? Et s'il essaye, votre enfant, de vous séparer de votre partenaire, c'est normal aussi. Mais ça ne devrait pas vous empêcher de vous montrer votre amour. Puis il y a plein de façons de le faire. Et puis c'est pareil, hein, c'est la question aussi des relations genrées. Après, il y a différents types de familles, il y a différents types d'amour. Mais ça leur donne aussi de comment on s'aime. Et après, de s'autoriser parfois aussi à avoir un amoureux ou une amoureuse. Et donc parfois, il y a un mimétisme aussi qui peut se reproduire selon leurs âges. Donc c'est aussi important pour eux. Est-ce que ça va, ça, l'amour? Et puis la sexualité, il n'y a pas toujours besoin d'un lit. Hein. Voilà. Non, c'est vrai. Il n'y a pas toujours besoin d'un lit. Bon, je sais, c'est plus confort quand on est fatigué. Mais il n'y a pas toujours besoin d'un lit. Bon, après, il faut en avoir envie, attention. On est toujours sur la question du consentement. Il faut que personne ne se force. Hein, je le dis parce que ça, c'est souvent quelque chose que parfois les femmes peuvent faire remonter. On ne se force pas, mais bon, il y a plein d'occasions possibles, en dehors d'un lit, de pouvoir avoir accès à une sexualité. Ça vous a fait réagir, donc mettez-le en action si vous le sentez. Donc ça, on valide. Hein. Oui, hein, on valide l'amour. Levier numéro 9, c'est un peu ce que je vous disais au tout début, c'est plus de temps plaisir avec son enfant. C'est pas si simple que ça à s'octroyer. Parce que effectivement, il y a les horaires du matin, il y a les horaires du soir. Le week-end aussi, parfois, c'est trop chargé. Et on ne se rend même pas compte qu'on passe plus de temps de qualité, à la fois en famille, avec son enfant seul, ou avec notre enfant et notre coparent. Et parfois, on s'oublie en tout ça. Et après, ça amène beaucoup de charge mentale. Ça amène aussi beaucoup d'irritabilité. Finalement, là, c'est tous les soirs qu'il est chiant, l'enfant. Donc, il faut aussi pouvoir réguler ça. Vous voyez un petit peu? Plus on passe de temps qualitatif, plus on s'aime. Et c'est pareil aussi pour votre amoureux et votre amoureuse, concrètement. Et parfois, les parents disent, oui, mais comment je le cale, moi, ce temps qualitatif? Mais vous savez, votre enfant, du moment que c'est qualitatif, même si c'est 10-15 minutes par jour, et que vous êtes pleinement avec lui, il sera super content. Et il va garder en mémoire ce moment-là. Et après, il ira jouer tout seul, il regardera son livre, il ira jouer avec sa sœur, son frère, il ira embêter l'autre coparent, etc. Et vous aurez votre dose d'amour qualitative et pas toujours dans le speed. Donc ça, c'est important parce que beaucoup d'enfants le ressentent, hein, ils l'expriment en cabinet. Maman, papa, il est stressé, il faut toujours se dépêcher, on n'a jamais le temps de rien, on n'a pas le temps de parler, il faut toujours se dépêcher, ça crie, ça hurle. Donc c'est aussi pour ça que ces temps qualitatifs, ils sont importants pour tout le monde, même pour vous en tant que parents. On dit surtout que les câlins sont super importants. La fameuse dose d'hormone du bonheur qui s'appelle... Oui, vous le déclenchez à partir d'1 minute de câlin. Donc prenez votre dose. Bien sûr, avec le consentement de chacun, on ne force pas son enfant, on est d'accord, mais prenez votre dose, n'hésitez pas. Et aussi avec votre coparent. Donc ça, c'est important. Et vraiment, vraiment, j'insiste sur le fait que c'est pas obligatoirement 2 heures par jour. Maintenant, effectivement, le week-end, essayez d'octroyer ce temps-là un peu plus.
vous avez normalement un peu plus de temps. Mais ça passe souvent par des activités dits plaisir. Vous détestez jouer aux dinosaures, ne jouez pas aux dinosaures avec votre enfant. Ok? D'accord? Et essayez, vous, de lui proposer quelque chose qui vous fasse plaisir. Et de toute façon, pour votre enfant, la plupart du temps, le plus important pour lui, c'est d'être avec vous, peu importe ce que vous lui proposez. C'est plutôt vous qui coincez. C'est vrai ou c'est pas vrai? Lui, il s'en fiche de ce que vous allez lui proposer. Bon, à part si c'est vraiment un truc qu'il déteste. Mais ça, il va vous le dire assez facilement. Est-ce que là-dessus, vous pourriez faire attention sur vraiment, peut-être essayer de vous autoriser à faire une liste des trucs que vous détestez faire. Et ne plus jamais les faire. Enfin, en tout cas, le moins souvent possible. Ouais? Un peu comme on s'est dit, hein, le parc, c'est pas mon truc. Laver le nez, c'est pas mon truc. On le refile aux coparents. Non? Par contre, lui, il vous refile autre chose, évidemment. Mais d'accord, on est quand même sur un système d'équité. Est-ce qu'on le valide, le levier 9? Oui? Le 10, le fameux agenda familial, qui est souvent surchargé. Souvent, ce que je préconise, c'est faire un vrai tri, quitte à faire le point sur toutes les activités que fait votre enfant. Vous savez, les recommandations des activités jusqu'à l'âge de 10 ans, c'est maximum 2 par semaine. 45 minutes max. Et c'est max 2 activités. Donc limite une, c'est relativement suffisant. Et souvent les parents, sans s'en rendre compte, il y a beaucoup trop d'activités. Parce qu'après vous oubliez un truc. Selon le nombre d'enfants que vous avez, ça se multiplie. Puis après il y a les trajets. Non? Ouais, il y a les trajets. Puis souvent les trajets, c'est là. Point A, point Z, et on revient, et les horaires, et vous stressez, et votre enfant n'est pas prêt, et on a oublié le sac dans le coffre, et machin, et truc. Donc ça, c'est important de relativiser sur les activités proposées. Et aussi, de bien faire attention que ce sont des activités que votre enfant a choisies, et pas vous. C'est un petit peu ce qu'on s'était dit tout à l'heure. Donc c'est oser désinscrire, demander du relais. Parfois c'est faire, il y a des mamans ou des papas qui s'entraident, qui disent « Allez, le foot, mercredi, c'est moi quand même tout le monde », enfin en tout cas un petit groupe. Ou parfois il y a des relais le matin pour emmener à l'école ou aller chercher. Comme je vous l'ai dit, utilisez la coéducation à fond, déjà pour alléger un petit peu votre agenda à vous, dans la gestion de toutes les tâches, les trajets, etc. Alors c'est pas toujours évident, mais parfois c'est possible. Mais parfois on n'ose pas en tant que parent de demander au voisin ou à la copine de la super copine de votre enfant, enfin aux parents, évidemment. Donc parfois les gens disent oui, et on se dit ah bah oui, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Et c'est vraiment réajuster aussi pour vous, c'est-à-dire que très souvent, l'agenda il est blindé pour vos enfants. Puis vous, il y a rien, à part si vous arrivez à caler un rendez-vous soin du visage une fois par mois, et encore, et que vous annulez au dernier moment parce que mince, il y a la gastro. Il fallait que ça tombe le jour où j'ai mon soin du visage. Non? Donc c'est pareil, c'est rééquilibré pour tous les membres de la famille. Et j'insiste, il y a souvent un déséquilibre entre le papa et la maman. Papa, lui, il va au foot, il va à sa soirée pro, il va ceci, puis maman, elle ne s'autorise pas à l'aquagym. Pourquoi? Non? Je dis parce que ça, c'est les études qui le disent. Il y a souvent un déséquilibre sur le temps libre accordé par les parents. En tout cas, que les parents s'octroient. Donc ça, il faut être, dans une forme d'équité le plus possible sur les activités d'adultes. Est-ce qu'on valide ce levier-là? Est-ce que vous voyez déchirer votre agenda, tout reformater, refaire le point avec votre coparent, faire une réunion de famille et dire à votre enfant « T'es sûr que tu veux faire cette activité ?» Bon là c'est un peu foutu, il y a toutes les inscriptions qui ont été faites, je suis d'accord avec vous, mais pour l'année prochaine, non? Bon après il y a de fortes chances que là les enfants d'ici les vacances scolaires vous disent « Ah j'ai plus trop envie de faire ça, ah le coach il est nul, ah j'aime pas un tel », ça va arriver ça, si c'est pas déjà fait déjà. Et ça c'est pareil, un enfant qui veut plus, on ne le met plus, même si on a payé l'année. D'accord? Aux besoins
notre propre santé et s'organiser pour vraiment. Oui. Je suis d'accord avec toi, hein, la santé au global, hein, que ce soit physique, mentale. Là, je vous donnais le soin du visage. C'est rien, le soin du visage, on s'en fiche. D'accord. Bon, après, à partir d'un certain âge, ça peut être important. Je vous dis ça, je parle pour moi. Hein, parce que c'est vrai que le soin du visage, je me dis, allez, tous les mois, je m'en fais un. J'y arrive pas. Mais bon. Mais c'est vrai que la santé, c'est vrai que souvent, même quand c'est galère de trouver des spécialistes, et quand on en trouve un, on se dit, ah mince, oh là là, j'avais oublié, tel truc, machin, et que, tiens, mon enfant tombe malade en même temps que moi. C'est qui va aller au docteur? C'est lui ou c'est moi? C'est votre enfant. Je sais parce que je l'ai déjà vécu. Enfin, vous voyez, donc c'est important de prendre soin de soi parce qu'effectivement, vous avez besoin, vous, d'être en forme. En tout cas, le plus longtemps possible. Et c'est vrai que parfois, on privilégie certains types d'activités alors qu'effectivement, rendez-vous chez votre ophtalmo, votre médecin, votre gynéco, par exemple, c'est quand même super méga important. Et donc là, c'est pareil, on s'autorise à appeler tata, tonton, papy, mamie. On appelle la copine, si elle peut nous dépanner. On dit aux copains, vas-y, bouge-toi, là, faut vraiment que j'y aille. Tu décales ta réunion, tu fais un truc, j'en sais rien, il faut que tu y ailles. C'est pas toujours évident, je sais bien, mais effectivement, c'est important de le dire, vous avez besoin de prendre soin de vous. Pour rester des parents suffisamment bons. Bon, alors l'agenda, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être super intéressant à faire, mais qui n'est pas évident à faire. Le levier 11. Alors, le baby clash, vous savez ce que c'est? Non? Baby clash, Anna Roy, la maison des maternelles. Le fameux clash de on est un couple d'amoureux tranquille. Et puis tiens, la bébé qui arrive. Et qu'est-ce qui se passe pour la conjugalité? Elle en prend un coup, il n'y a presque plus rien. Parfois, il y a des enjeux de rivalité. Ah tiens, elle s'occupe plus de bébés que de moi. Ou alors, j'arrive pas à trouver ma place. Ou alors, on est tellement fatigué qu'à part s'écrouler sur un canapé, avec la bave jusqu'ici et à ronfler, la conjugalité, elle est très très loin et ça amène des clashs. Le baby clash, c'est vraiment le remaniement. Nous étions un couple conjugal et nous devenons un couple parental. Et c'est un petit peu tout ce qu'on avait projeté sur « Ah ouais, tu seras un super papa. Ah ouais, tu serais une super maman. » Ah mais non, pas du tout en fait. Ah mais pas du tout. Je pense qu'on est tous un petit peu dans cette projection-là. Et après, dans le principe de réalité, on se dit « Ah ouais, mais non en fait. Tu mets pas bien la couche, tu sais pas donner le bain, tu te lèves pas la nuit. » Etc. Ah, t'as décidé d'allaiter alors qu'on avait dit de biberon. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui font que ça peut amener du clash. Donc on dit que c'est une période d'ajustement à peu près entre 6 mois et 1 an. À peu près. Et après, moi, je vais un petit peu plus loin, je parle du bambin clash. C'est-à-dire qu'il faut accepter en tant que parent que vous allez vous prendre la tête sur votre enfant. Mais c'est normal. Vous ne pouvez pas du tout avoir les mêmes émotions, les mêmes ressentis, les mêmes perceptions de votre enfant. Et même sur la question de la pédagogie de l'éducation, quel parent est toujours d'accord? Il y en a ici? Non. Donc il faut accepter qu'il y ait du clash. Alors après, on est sur le compromis, bien sûr, mais en tout cas, quand on conscientise qu'on va se prendre la tête, souvent on se prend moins la tête au niveau intensité et au niveau fréquence. Et on arrive plus facilement à compromis parentaux. Est-ce que ça vous validez? Ouais. Avoir conscience que vous allez prendre toute la vie, j'insiste. Même quand votre enfant il aura 25, 30, 35 ans, vous prendrez la tête avec votre coparent. Que ce soit sur ses choix de vie, le métier de votre enfant, le partenaire de vie aussi, qui est souvent un sujet, etc., etc. Ok, donc c'est toute la vie, en tant que parent, vous prendrez la tête au sujet de votre enfant. Et c'est pareil, c'est un petit peu ce qu'on s'est dit en filigrane, le levier 12, c'est oser ne plus mettre votre vie d'adulte de côté. Et moi j'aime bien cette phrase de Jung qui dit, sur le plan psychologique, il n'existe pas d'influence plus puissante sur l'entourage et plus particulièrement sur les enfants que la vie non vécue des parents. En clair, toutes vos frustrations, d'une façon indirecte ou directe, vous allez les projeter sur vos enfants. Donc vivez votre vie d'adulte, montrez-leur que on peut être parent, mais pas que ça, et qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'épanouir, même si on aime très très fort son enfant.
Et ça, c'est quand même super important. Parce que moi, je vois beaucoup de jeunes adultes aussi en cabinet qui disent « Ouais, mais ma mère et mon père... » Oui. Bah oui, mais vous savez, je peux pas partir faire mes études à Toulouse, ma mère... Oui. Vous voyez, c'est des exemples un peu comme ça. Et après, votre enfant ne s'autorise pas à faire certaines choses parce qu'il y a une forme de loyauté trop puissante, de culpabilité, et qu'il ne veut pas vous abandonner. Mais pour vivre, on a besoin d'abandonner ses parents. Non? Bah oui. Alors c'est pas toujours évident. Quand je dis abandonner, c'est un mot fort, hein. Mais c'est fait exprès. C'est-à-dire que là, vous avez besoin de vivre votre vie. Pour être un parent épanoui et serein, il faut avoir des satisfactions en dehors de la parentalité. Et je sais que c'est pas toujours évident parce que quand on devient parent, ça amène plein de réflexions autour du travail, par exemple. Ça amène des réflexions aussi sur la disponibilité, sur le couple, sur des projets de vie aussi. Qui fait que l'enfant il est là, on doit composer avec, sans pour autant s'oublier en tant qu'adulte. Est-ce que ça vous validez? Même si c'est pas toujours simple à faire. En tout cas, ça c'est un message important parce qu'il y a beaucoup de parents qui s'épuisent justement. Parce qu'ils ne s'autorisent pas à aller à l'aquagym, à aller voir un resto avec des copains, des copines, à faire un sport, à avoir des projets professionnels, des ambitions professionnelles. Par exemple, que le mercredi soit obligatoire. Merci sur le plus loin mercredi. Hein. Donc ça, c'est important aussi. Les pères peuvent aussi être à 80%. Comme les congés parentaux aussi. Bon, je ferme le débat. Vous êtes toujours là? Est-ce qu'on le valide, ça? Oui? Le 13, c'est un petit peu ce qu'on s'est dit, c'est vous avez le droit à l'erreur. Vous n'êtes pas parfait, vous ne le saurez jamais. Le seul truc qui est super important, c'est d'accéder à une forme de réparation. Alors attention, c'est parce que vous faites une erreur que vous allez traumatiser votre enfant, parce que ça, c'est des choses que j'entends beaucoup. Le trauma, il est associé uniquement à la question du danger, du réel danger corporel, voire pouvant provoquer la mort. Crier sur son enfant, normalement, ne devrait pas provoquer la mort de votre enfant. Dans ce sens-là, je vous dis ça, effectivement, s'il y a une récurrence de la violence psychologique, oui, il peut y avoir la question traumatique chez un enfant. Mais il faut accepter de faire des erreurs, les réparer pour qu'il y en ait le moins souvent possible. Plus on a conscience qu'on peut se tromper, plus on répare, moins normalement on fait d'erreurs. Parce qu'on se dit qu'on peut en faire. Et surtout, j'insiste sur le fait que vous êtes un modèle pour votre enfant. Ça veut dire que votre enfant, il va s'autoriser à faire des erreurs. Alors, la plupart du temps, il ne le fait pas exprès, on est bien d'accord. Mais surtout qu'il va pouvoir venir vous en parler. Ça, c'est aussi super important. Et que vous allez pouvoir l'accompagner éventuellement à réparer s'il a fait telle ou telle erreur. Donc n'oubliez pas cette notion de modèle. Je vous ai mis le petit logo du droit à l'erreur de l'impôt. Oui, même l'État vous autorise à faire des erreurs avec vos impôts. Donc vous pouvez en faire quelques-unes avec vos enfants. Alors, quelques-unes, hein, bien sûr. Et ça dépend effectivement de l'erreur aussi. Mais c'est important de pouvoir réparer. Parce que ça va toucher votre enfant d'une certaine façon. Mais l'enfant, il est quand même super en extase devant vous. Et donc lui, contrairement aux adultes, il pardonne facilement. Parce que lui, c'est l'ici et maintenant qui compte. La question de la rancune, c'est un truc d'adulte, ça. Donc parfois, juste un pardon, excuse-moi, ça répare tout. Alors il va continuer peut-être un peu à râler, mais le lendemain, il ne vous en voudra plus. D'accord? Ok? Ce qui n'est pas le cas de tous les adultes. Est-ce que ça, on valide le droit à l'erreur? Oui? On valide et on répare. Le 14, c'est effectivement accueillir toutes vos émotions. C'est un peu l'exemple que je vous ai donné. Dire à 21h sur votre canapé, il est chiant, c'est valider une émotion. C'est l'exprimer, la sortir et la valider. D'accord? Alors bien sûr, on ne dit pas à son enfant directement qu'il est chiant. On peut lui faire comprendre d'une certaine façon. Pas lui dire tu es chiant, mais par exemple une phrase un peu typique que l'on trouve dans l'éducation démocratique, c'est ton comportement n'est pas adapté. Tu n'as pas le bon comportement. Alors après vous étayez ou pas, mais en clair c'est important même quand vous êtes triste. Hein. Vous avez le droit, il y a beaucoup de parents qui par exemple vivent un deuil et ne veulent pas pleurer devant leur enfant. Pourquoi? C'est
normal. Si vous avez perdu un être cher, votre enfant, lui, peut ne pas comprendre pourquoi vous ne montrez pas votre tristesse. Ok? Et ça, c'est sur plein de choses. Hein. Toutes les émotions sont exprimables. Alors, effectivement, c'est un enfant en face de vous. En fonction de son âge et de sa personnalité, il faut effectivement ajuster la communication. Mais vous avez le droit de ressentir et d'exprimer des émotions. Ça, c'est un truc que vous faites facilement ou pas? Non? On apprend. C'est important parce que beaucoup d'adultes demandent aux enfants d'exprimer leurs émotions. Et je reviens sur le fait que la plupart des enfants vous ont comme miroir. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de vous aussi pour savoir comment faire. D'accord? Et donc, quand je dis vous, mais c'est tous les adultes, hein. Donc c'est important. Je sais qu'il y a beaucoup maintenant de choses sur les émotions chez l'enfant. Mais les adultes doivent travailler aussi leurs émotions. Comme vous dites, vous apprenez. Et c'est ça l'essentiel. En tout cas, vous essayez de le faire. Est-ce que ça, on valide les émotions? Oui? Avec quelqu'un qui me racontait que voilà, ma fille a été désagréable, que j'ai dû m'énerver. Quand elle est à côté, chante. Oui. Et quand elle est à côté, je ne sais pas si. Alors, j'évite d'en parler, parce que je ne sais pas si ça peut avoir un impact pour elle, le fait que moi j'en parle à d'autres. Parce que ça peut être une humiliation pour elle. Alors, il ne faudrait pas qu'elle soit proche. Ah, voilà, c'est ça. Mais en fait, il faut vider votre sac. Oui. Devant elle. Non, le mieux c'est effectivement que l'enfant ne soit pas là. Comme ça en plus vous déchargez encore plus. D'accord? Alors, effectivement, les enfants souvent peuvent avoir des oreilles partout. Hein, on sait bien. Ils observent, ils écoutent. Maintenant, ça c'est une erreur. Enfin, vous voyez, vous pourriez lâcher une émotion à côté de votre enfant et après dire « Ah, mince, il est là. Oups. » Le oups, on le transforme, on s'excuse, on dit qu'on n'a pas utilisé les bons termes, les bons mots, qu'on est désolé, et qu'on essaiera de ne plus le faire. D'accord? Et c'est aussi comme ça qu'on formule avec son enfant. Et effectivement, oui, la recommandation, c'est le mieux, c'est qu'il ne soit pas là du tout. C'est pas toujours simple qu'il ne soit pas là du tout. Mais en tout cas, que vous ayez un espace pour décharger. C'est aussi pour ça que maintenant, on trouve de plus en plus de parents dans les cabinets de psy. Hein. Bon, il y en a de plus en plus qui viennent s'installer sur le canapé et qui lâchent. Parce que ils ne s'autorisent pas à le faire, même avec le coparent, ou avec une copine, ou un copain, ou d'autres membres de la famille. Il faut vous octroyer ces moments-là. Parce que dans la réalité, oui, votre enfant peut être chiant. Comme vous pouvez être chiant aussi. Hein. Ah, d'accord. Et votre enfant, lui, en règle générale, il le dit. Hein. Il n'a pas de filtre. Hein. C'est à nous d'apprendre à dire on ne dit pas chiant, on donne un autre terme, etc. etc. D'accord? Donc c'est important aussi pour vous. Donc ça, accueillir toutes les émotions, j'insiste, hein, même l'émotion tristesse. Moi j'ai beaucoup de parents qui ont du mal à se montrer tristes. Alors que votre enfant, c'est peut-être l'émotion avec la colère qui ressent le plus, et la joie, on va pas exagérer non plus. Mais concrètement, les trois émotions comme ça, souvent, la colère, bon, vous arrivez à la colère, hein. Mais la tristesse, ça c'est un truc qui bloque. Alors que quand même, votre enfant, il est souvent tristoun. Hein. Il tombe, il est tristoun, on lui prend son jouet, il est tristoun. Il déborde du coloriage, il est tristoun. Enfin, vous voyez? Et donc c'est important aussi que peut-être l'émotion de tristesse, je vous invite, quand vous la ressentez évidemment, à vous autoriser à en parler un peu plus avec votre enfant. Ok? D'accord? Et le dernier, le levier 15, c'est oser franchir aussi l'accompagnement parentalité. Alors il y a une diversité de métiers autour de la périnatalité, mais maintenant c'est vrai qu'il y a tout un concept autour de la parentalité. Alors moi c'est vrai qu'en tant que psychologue clinicienne, je recommande davantage des professionnels formés et diplômés. Je vous dis ça parce qu'avec l'explosion des réseaux sociaux, j'ai l'impression que maintenant il y a un peu tout et personne qui propose des formations sur le sommeil aux parents. Je dis alors qu'il y a, excusez-moi de dire comme ça, mais il n'y a pas d'expertise reconnue. D'accord? C'est pas parce qu'on fait une formation de 48 heures sur le sommeil qu'on est expert du sommeil. Hein. Vous voyez, même moi, en tant que psychologue clinicienne, ça fait 14 ans, je ne propose pas de thématiques de consultation sommeil.
Donc faites attention aussi, parce que la parentalité, c'est vrai que maintenant, on sait, hein, la parole se libère, être parent c'est difficile, c'est lourd, c'est super joyeux, mais je trouve que parfois vous êtes aspiré, parfois par, excusez-moi du terme, hein, par des charlatans. Donc faites aussi attention à vous sur ce point-là. Vraiment, j'insiste. Je sais que souvent il y a plus d'écho quand c'est d'autres mamans qui parlent ou d'autres papas sur les réseaux. Très bien, ça vous fait un écho, il y a quelque chose de particulier. Mais juste faites attention à votre porte-monnaie. Même sur toutes les recommandations, il faut tel livre, telle lampe rouge pour qu'il dorme, telle huile essentielle, tel machin. Attention, parce que sinon vous achetez je sais pas combien de trucs sur Instagram, hein. Non ? Il y a forcément plein de mamans et papas qui l'ont sur Insta, des comptes parentalité, c'est obligatoire. Oui ? Oui, vous en suivez forcément une ou deux qui a une maison de rêve, mais vous savez que c'est grâce à vous qu'elle a la maison de rêve, hein. C'est grâce à ces faux lolos, hein, qu'elle a la maison de rêve. D'accord ? Et pas vous. Bon, j'arrête de vous embêter là-dessus, mais faites quand même attention aux réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont mis que maintenant plus de 80% des parents vont sur Instagram pour trouver des conseils parentalité. Donc en fait, à cause de vous, les psys comme moi sont obligés de créer des comptes Instagram. Vous vous rendez compte ? Ça prend du temps en plus, hein, ces trucs-là, je vous dis pas moi. Et moi j'ai pas 5000 followers, hein. Mais j'ai un diplôme et 14 ans d'expérience. Voilà. Donc essayez d'aller vers des experts de votre région, de votre ville. Il y a aussi plein de sites référencés. Il y a des milieux associatifs. Il y a plein de choses qui existent pour la parentalité. La maison des parents, la maison de l'enfance, le PMI, les associations. Donc vraiment, allez vers des experts, s'il vous plaît. Ok ? Parce que les experts ne sont pas parfaits. Donc en soi, vous vraiment allez vers des gens qui pourront vous soutenir et vous accompagner dans un alignement éthique et déontologique. J'insiste vraiment là-dessus. Parce que parfois, moi, je vois des choses, des coachs de sommeil à 150 €. Une heure. Moi, je suis psychologue diplômé, c'est 70 €. Voilà. Ok ? D'accord ? Donc faites attention à vous par rapport à ça. Oui ? Donc ça, vraiment, les accompagnements, osez franchir à la porte d'un cabinet de consultation, d'une PMI, d'une association. Même les groupes de parole, hein, souvent c'est un écho particulier quand on est entre plusieurs parents. Parce qu'il y a des choses qui sont un peu similaires. Vous voyez, ce soir, pour vous faire réagir, j'ai dû vous parler de moi. Vous voyez un petit peu ? C'est ça l'écho qui fait qu'à un moment donné, on arrive à être ensemble, à être dans une dynamique et une symbiose. On n'a pas été en symbiose totale, mais en tout cas, ça vous a permis de lâcher prise et de participer un peu plus. Ok ? D'accord ? Donc vraiment, n'hésitez pas. Ça, c'est quelque chose qui existe et avec vraiment des professionnels qui sont ajustés dans leur éthique et leur déontologie. Est-ce que parmi vous, déjà, quelqu'un a déjà fait une séance de guidance parentale ? Non ? Ok. Est-ce que vous avez déjà été en groupe de parole parents, associatif ? Là, aujourd'hui, vous êtes avec une conférence de parentalité. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait sous d'autres formats, des ateliers, sensibilisation, des choses comme ça ? Ouais, continuez à le faire, puisque la plupart du temps, vous avez vraiment des professionnels qui sont certifiés par votre ville, et donc on vous met normalement pas n'importe qui en face de vous. Ok ? D'accord ? Et donc, finalement, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, j'espère qu'il y a quand même quelques leviers qui vous ont fait écho. Donc concrètement, ça vous évitera l'épuisement parental, ça vous évitera trop de conflits conjugaux et parentaux, ça augmentera les petits et grands bonheurs en famille, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas que des grands bonheurs, il peut y avoir plus de petits bonheurs. Et j'insiste aussi sur rester sur des angoisses et des peurs normales en tant que parent. Pas tout amplifier, justement. Et après, effectivement, vous aurez moins de conflits intérieurs, parce qu'il y a beaucoup de parents qui se prennent la tête, mais tout seuls, quoi. Vraiment, vraiment tout seul, quoi. Il se crée 50 cailloux sur les épaules, il y a besoin de 3 cailloux, max. Vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus. Et puis après, une meilleure santé mentale parentale, un développement harmonieux pour votre enfant aussi, parce que quand on a un parent stressé, il y a 30% de chances que votre enfant, vous le stressiez, quoi, et que vous en fassiez un petit anxieux. C'est pas moi qui le dis, ce sont les études. Donc essayez de relativiser au maximum là-dessus. Et puis effectivement, vous serez plus serein, mieux dans vos baskets de parents, mieux dans votre tête, dans votre cœur et dans votre corps. Et donc ça fera de vous un parent plus serein
et surtout plus ajusté à la vie quotidienne et au principe de réalité de la vie de parent. Est-ce que vous validez un petit peu ce qu'on vient de se dire ensemble? En tout cas, j'espère que ça aura un petit impact sur vous. Je vous remercie parce que vous avez réussi à tenir pour la plupart. Donc c'est bien, parce que là, vous êtes bien installés confortablement, vous auriez pu glisser tout doucement dans le sommeil. Donc en tout cas, j'espère que ça a pu vous apporter 2-3 petites choses intéressantes pour vous. Alors c'est un format conférence, donc forcément on ne peut pas individualiser les choses, mais sachez que vous avez forcément des pros dans votre ville qui pourraient vous accompagner si vous avez des besoins en fonction de votre parentalité. D'accord? En tout cas, sachez que c'est important d'être un parent suffisamment bon. Vous pouvez le devenir et vous pouvez le rester, tout en prenant du recul et surtout en ne pensant pas que vous resterez un Dieu éternel pour votre enfant. D'accord? Ok, il a besoin de vous tuer symboliquement à un moment donné. Donc, ramenez-le au principe de réalité le plus vite, en lui montrant que vous êtes parfaitement imparfait. Bon, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Prenez bien soin de vous. Merci.